À Madagascar, après 5 jours de manifestation de l'opposition, la colère contre le régime du président Henry ne faiblit pas. Les habitants dénoncent un mauvais bilan et n'hésitent plus à demander sa démission. Au Sénégal, la nouvelle loi électorale qui introduit le parrainage continue de faire polémique. L'opposition qui a déposé un recours devant le Conseil constitutionnel s'organise pour combattre ce nouveau test. Et puis en Afrique du Sud, au moins 10 000 personnes sont descendues dans la rue lors d'une grève générale contre l'introduction d'un salaire minimum de 20 rands par heure, une somme qu'ils considèrent comme un salaire d'esclave. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Et on démarre cette édition par le Madagascar où des milliers de partisans de l'opposition s'étaient encore rassemblés hier mercredi, 5e jour de manifestation devant la Cour constitutionnelle à Antananarivo. Ils continuent d'exiger la démission du président Henry, cible d'une fronde politique à quelques mois des prochaines élections. Les images. Réunis pour la 5e journée consécutive sur l'emblématique place du 13 mai, au centre de la capitale, les manifestants, environ 2000 selon un journaliste, ont mis le cap sur le siège de la plus haute instance judiciaire du pays. Rajao dégage tout de suite, ont-ils scandé. Ceints de leur écharpe aux couleurs blanc, rouge et vert de Madagascar, plusieurs députés se sont extraits de la foule pour déposer une requête en destitution du chef de l'État à la Cour, protégé par des policiers militaires en armes. Le droit de déposer une demande de destitution est un pouvoir accordé par la Constitution aux députés, a affirmé la députée Anitrieina Razafimanantsoa. Leur demande déposée, les manifestants sont repartis vers la place du 13 mai, théâtre de tous les grands rassemblements politiques de l'histoire récente de la Grande Île. À 7 mois du premier tour annoncé des élections présidentielles et législatives, l'opposition occupe les rues de la capitale depuis samedi pour dénoncer les nouvelles lois électorales qu'elle juge favorables au seul gouvernement. La Cour constitutionnelle malgache doit se prononcer d'ici jeudi sur la légalité de ces tests qui durcissent notamment les conditions de révision des listes électorales et de candidature à la magistrature suprême. Mardi, l'opposition a nettement durci le ton et exigé la démission du chef de l'État, accusé de vouloir la faire taire. En prévision de la marche de mercredi, le ministère avait toutefois mis en garde contre toute tentative d'entrée forcée dans un endroit stratégique, allusion claire à la Cour constitutionnelle. Aucun incident n'avait été rapporté mercredi en milieu de journée. Élu en 2013, le président Henry n'a pas encore annoncé s'il allait briguer un second mandat cette année. Il faut dire que 5 jours après la manifestation de l'opposition réprimée dans le sang à Madagascar, la colère contre le régime ne faiblit pas. Citant oppression, pauvreté et corruption, les habitants dénoncent un mauvais bilan du régime du président Henry et n'hésitent plus à demander sa démission. On écoute. La grève est nécessaire parce que ce n'est plus possible. C'est trop ce que le peuple endure. Si possible, le président doit démissionner car il n'a rien fait depuis tout ce temps et il ne fera rien. Tout ce qu'il va faire, c'est piquer les richesses du pays. On veut vraiment qu'il démissionne. Les présidents ici font tous la même chose. Ils se gavent et quand ils sont rassasiés et qu'il faut partir, ils causent des problèmes. On ne peut que s'en remettre à Dieu car à Madagascar, peu importe qui est élu, c'est toujours le même problème tous les 4 ans. Selon moi, il faut que le président démissionne à cause du bain de sang de samedi. Le peuple ne veut plus de lui. Les gens sont de plus en plus pauvres. Les 22 millions de Malgaches souffrent. Au Sénégal, la nouvelle loi électorale qui introduit le parrainage continue d'alimenter la polémique. À l'élection présidentielle de février prochain, chaque candidat devra obtenir les signatures d'au moins 0,8% du corps électoral pour être éligible. L'opposition a déposé un recours contre ce test devant le Conseil constitutionnel. Pour exprimer leur mécontentement, une trentaine de partis politiques se sont unis avec les organisations de la société civile au sein d'un front démocratique et social de résistance nationale. Un deuxième mandat, ça se mérite. Ça ne se tripatouille pas.
le temps de l'unité et de la lutte pied à pied est arrivé. Elle prendra plusieurs formes. Recours devant le Conseil constitutionnel, la Cour suprême, la CEDEAO et l'Union africaine, des journées hebdomadaires de résistance nationale, des actions d'information et de sensibilisation de masse, des marches, des tournées, des meetings et grands rassemblements citoyens sur le terrain. En Afrique du Sud, au moins 10 000 personnes sont descendues hier dans la rue lors d'une grève générale contre l'introduction d'un salaire minimum de 20 rand par heure, une somme qu'ils considèrent comme un salaire d'esclave et qui doit entrer en vigueur le 1er mai prochain, 2 mois et demi après l'arrivée au pouvoir de Cyril Ramaphosa. Reportage. Le salaire minimum, une première en Afrique du Sud, doit entrer en vigueur le 1er mai prochain, 2 mois et demi après l'arrivée au pouvoir de Cyril Ramaphosa. Mais elle est déjà massivement contestée. Au moins 10 000 personnes sont descendues dans la rue ce mercredi lors d'une grève générale contre l'introduction de cette rémunération minimum d'une valeur de 20 rand par heure. Les grévistes qui ont également défilé dans plusieurs autres villes du pays, dont le Cap, Durban et Port Elizabeth, ont répondu à l'appel à la grève de la deuxième fédération syndicale du pays, la SAFTU, qui considère cette somme comme un salaire d'esclave. Le parti de la gauche radicale des combattants pour la liberté économique de Julius Malema s'est également associé au mouvement. En revanche, la plus grande centrale syndicale du pays, la COSATU, alliée du gouvernement, n'a pas appelé à la mobilisation, estimant que près de la moitié des travailleurs, soit 47%, allaient profiter de l'introduction du salaire minimum. Les grévistes protestent également contre l'introduction prochaine de nouvelles lois qui limitent selon eux le droit de grève. Ces manifestations constituent le premier mouvement social d'importance auquel est confronté le président Cyril Ramaphosa. Au Niger, le fossé se creuse davantage entre scolaires et gouvernement. Chacun campe sur sa position. Le gouvernement annonce le paiement des bourses et allocations ainsi que la date des examens de fin d'année. Pendant ce temps, l'Union des scolaires nigériens maintient son mot d'ordre de boycott des activités académiques. Abdul Karim Mahamadou. Dans un point de presse conjointement donné, les ministres des enseignements supérieurs et celui des enseignements professionnels ont déploré la situation qui prévaut dans le secteur de l'éducation. Celui des enseignements supérieurs a indiqué que le gouvernement a fait de gros efforts en payant les bourses. Le gouvernement a décidé d'assurer régulièrement le paiement des bourses, des allocations. À l'heure où je vous parle, le comptable de l'ONAB est en train de payer à Maradi. Ce qui fait que nous sommes déterminés à jouer notre partition et nous demandons à tous les acteurs de faire autant pour qu'ensemble nous conjuguions nos efforts pour sauver l'école nigérienne. En réaction, le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens demande le paiement des bourses. Jusqu'à ce mois d'avril, aucun étudiant nigérien n'a reçu la bourse du premier trimestre qui devait être échue en janvier dernier. Personne. Aucun étudiant nigérien à l'extérieur n'a touché la bourse du premier trimestre. Les étudiants de l'université des Anders, aucun étudiant n'a eu sa bourse du premier trimestre. Les étudiants de la faculté des sciences et techniques de l'université Abdou-Mouni, les étudiants de l'école normale supérieure de l'université Abdou-Mouni de Fodinami, plus de 60% des instituts de Niamey. Et à tout ce nombre s'ajoutent les nouveaux bacheliers, où aucun d'entre eux n'a eu sa bourse du premier trimestre. Le gouvernement appelle les scolaires à reprendre les chemins de l'école. Selon le ministre des Enseignements professionnels, le gouvernement a pris toutes les dispositions pour sécuriser les élèves et établissements scolaires. Aussi, les examens de fin d'année auront lieu en juin prochain. Le gouvernement va prendre toutes ces responsabilités pour créer les conditions objectives de la reprise des cours. Les examens se dérouleront sur l'ensemble de notre territoire national conformément aux jours et dates retenus par le gouvernement. Pour l'heure, le secteur de l'éducation reste fortement paralysé malgré les assurances du gouvernement. Une paralysie qui a atteint les établissements scolaires privés qui observent le mot d'ordre de l'Union des scolaires nigériens.
En bref, au Cameroun, un militaire et un enseignant ont été abattus hier lors de 2 attaques distinctes dans les 2 régions anglophones du pays en proie à une grave crise sociopolitique. Le militaire d'une 20aine d'années a été abattu à Andek, dans le nord-ouest, par un groupe armé non identifié. À Kumba, dans le sud-ouest, la 2e région anglophone du pays, l'enseignant a été abattu dans son établissement par des hommes au visage cagoulé et un élève a été blessé lors de l'assaut. Des combats ont ensuite eu lieu dans la même ville entre militaires et séparatistes, mais aucun bilan officiel n'est pour l'instant disponible. Ces attaques n'ont pas été revendiquées, mais les autorités suspectent un groupe de terroristes sécessionnistes. Au Nigeria, 2 prêtres catholiques et 16 fidèles ont été tués dans l'attaque d'une église, une attaque attribuée à des éleveurs dans le centre du pays en proie à des affrontements communautaires depuis plusieurs mois. Menée par une trentaine d'hommes armés, l'attaque s'est produite au cours d'une messe de funérailles dans le village de Mbalom, dans l'état de Benue. Les détails. Nouvelle attaque au Nigeria et cette fois, il s'agirait d'un forfait commis par des éleveurs. L'attaque a eu lieu dans une église dans l'état de Benue. Les attaquants ont fait irruption dans l'église au beau milieu d'une cérémonie funéraire dans le village de Mbalom, dans l'est du Nigeria. Ils ont tué au moins 18 personnes, dont 2 prêtres et au moins 16 fidèles, tous abattus de sang-froid. Le bilan fait également état de plusieurs personnes blessées. Les assaillants auraient également pillé plus de 60 maisons et des greniers alimentaires. Un acte de violence dénoncé par le diocèse de Makurdi, la capitale de l'état de Benue, qui a condamné la violence qui s'est abattue sur une de ces églises. Le président nigérien Muhammadu Buhari, lui, a promis que les coupables paieront pour avoir commis un sacrilège dont le seul but est d'alimenter les tensions religieuses. Beaucoup craignent des représailles dans cette région secouée depuis des mois par de nouveaux affrontements communautaires qui opposent des agriculteurs sédentaires de confession chrétienne aux éleveurs nomades, majoritairement peuls et musulmans. L'armée nigériane déployée en début d'année, notamment dans l'état de Benue, où se sont produits les faits, n'a manifestement pas réussi à prévenir les violences. Localement, la réaction ne s'est pas fait attendre. À Makurdi, des centaines de jeunes en colère sont descendus dans la rue pour protester avant d'être dispersés par la police. Au Sénégal, le procès de l'imam salafiste Alioune Dao se poursuit. On l'accuse avec 28 autres personnes d'avoir voulu créer un réseau djihadiste dans le pays. Depuis 2 semaines, l'imam, qui n'a cessé de clamer son innocence, comparaît devant les juges à Dakar. Tchad Berté, notre correspondant à Dakar, est descendu dans son fief à Kaolack, où sa famille tente de perpétuer l'œuvre d'initiation au Coran de ses élèves. Voici son reportage. Au Dara de l'imam Dao, la vie continue après son incarcération. Désormais, c'est Abdoulaye Dao, son jeune frère, qui dirige la prière dans la mosquée. C'est vendredi, les fidèles sont venus nombreux écouter son prêche, inspiré de l'actualité du procès de son frère, accusé d'apologie du terrorisme. Dans les salles de classe, c'est Moustapha Dao, le fils aîné de l'imam, qui enseigne désormais le Coran chaque matin et soir, comme ici avec ses groupes d'enfants. Plus de 500 élèves sont inscrits dans l'établissement, mais les conditions de vie sont précaires, les bâtiments sont délabrés et simplement un seul puits d'eau alimente le Dara. Chaque élève doit payer par mois 21 000 francs. À 500 mètres de là, vivent une centaine de familles dans la même précarité. Depuis 15 ans, avec toute sa famille, Adama habite dans cette petite cour. Comme tous ses voisins, il a bénéficié des terrains vierges donnés par l'imam Dao pour construire sa maison. Dans les quartiers de Gan, Alassane à Kaolack, le procès de l'imam est sur toutes les lèvres. Son arrestation il y a 2 ans a été un coup dur pour son entourage. Mais les autorités sénégalaises soupçonnent que son Dara et son champ soient devenus des foyers potentiels de formation des terroristes. Voilà qui vient mettre un thème à cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi.